invitation. Donc, on va pouvoir démarrer ce webinaire. Donc, comme je vous disais, ce webinaire est à la fois co-animé par moi-même, conseiller, je suis conseiller à l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise, ainsi que de monsieur Pierre-Louis Moineau de la Maison Énergie Habitat Climat du Pays d'Aix, ainsi que de l'intervention à l'issue de ce webinaire de monsieur David Gemignani, gérant, directeur technique de l'entreprise Sun Concept. Entreprise qui, je le rappelle, est référencée auprès de nos deux agences locales de l'énergie. Donc, nos deux structures, CPE, Pays d'Aix, Agence locale de l'énergie et du climat, sont des associations d'intérêt. On porte une mission de service. Nous faisons partie tous du réseau FAIR. Nous donnons des conseils, nous accompagnons les particuliers de façon totalement neutre et désintéressée. Nos principaux financements sont publics et nous animons également un réseau de professionnels dont fait partie l'entreprise Sun Concept Méditerranée. Donc, vous pouvez voir ici les coordonnées téléphoniques de nos deux structures ainsi que nos champs d'intervention. Donc, pour le CPIE, ce sera le Pays d'Aix, le Pays Salonnais, et pour moi-même, pour l'Agence locale de l'énergie et du climat de Marseille, ce sera Marseille-Provence, Pays d'Aubagne et de l'Étoile. Donc, on va arriver dans le cœur du sujet. Donc, je vais un peu vous présenter le sommaire, vous présenter déjà ce que c'est que le photovoltaïque, de quoi on parle, la construction d'un projet, sa concrétisation, et après, bien entendu, on fera un petit jeu de questions-réponses, hein, si vous voulez, si parmi vous, il y a des personnes qui ont des questions d'ordre technique, notre intervenant, M. David Gemignani de l'entreprise Sun Concept, se fera un plaisir et de tenter d'y répondre. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que c'est le photovoltaïque? Alors, il convient en premier lieu de bien distinguer les applications solaires. Il s'agit avant tout de distinguer ce qui relève du solaire thermique, panneaux solaires thermiques, en vue de produire soit de l'eau chaude sanitaire ou de l'eau de chauffage. Alors, ce sont des applications bien différentes de celles qui nous concernent, le solaire photovoltaïque, où là, l'enjeu, c'est de produire de l'énergie électrique à partir du rayonnement solaire. Donc, bien distinguer les différentes applications. Solaire thermique, je peux produire de l'eau chaude sanitaire ou de l'eau de chauffage. Pour le solaire photovoltaïque, il s'agira de produire de l'énergie électrique d'origine photovoltaïque. Alors, rappel de quelques notions physiques. Quand on parle d'une puissance, on l'exprime en kilowatts. Donc, si je prends bien entendu une puissance qu'on exprime en kilowatts, on parle de nombre de panneaux par l'unité du panneau qui, elle, est exprimée en watts-crête. Donc, si j'ai 10 panneaux de 160 watts-crête, j'obtiens donc une puissance de 1,6 kW-crête de puissance. Par contre, une énergie, elle est exprimée en kilowattheure. Donc, c'est le temps, c'est une puissance multipliée par un temps, généralement qu'on exprime en kilowattheure. Concernant les
les installations, donc en moyenne, hein, avec les évolutions techniques, on arrive à avoir des panneaux solaires qui arrivent à produire jusqu'à 30 ans. Et généralement, les constructeurs s'engagent à garantir des performances de l'ordre de 80%, même après un usage de 25 ans. Donc, comme je le rappelle, la puissance est exprimée en kilowatts crête. Les technologies. Alors, les technologies disponibles, alors, il y a depuis un certain nombre d'années, on assiste plus à une généralisation, et ça, je pense que M. David Gemignani nous en parlera plus longuement. Il s'agit justement d'une généralisation du monocristal. Je pense qu'il ne va pas me contredire dans ce sens-là. Des technologies PERC ou back contact qui peuvent avoir un rendement de l'ordre de 22%. Alors, le rendement de 22%, c'est la partie, ce qu'on va récupérer, c'est 22% par rapport à l'ensemble de l'énergie solaire qui va, que les panneaux vont pouvoir capter. Alors, un petit mot sur ce qu'on appelle l'ACV, l'analyse de cycle de vie. On a décomposé depuis la conception, l'utilisation et le recyclage des panneaux solaires. Il faut savoir qu'en règle générale, on peut recycler jusqu'à environ 95% des composants des panneaux solaires. Alors, quand on parle de temps de retour énergétique, qui est de l'ordre de 2 à 3 ans en Europe, c'est-à-dire qu'en gros, pour simplifier, c'est-à-dire qu'à partir généralement, à partir de la 4e année, le panneau solaire va produire plus d'énergie qu'il n'en a fallu pour le concevoir, pour l'utiliser et pour le recycler. Donc, l'avantage des panneaux, c'est indéniable, c'est qu'à partir, voilà, au bout de 3 à 4 ans, on produit plus d'énergie que l'énergie qu'il a fallu pour produire ces mêmes panneaux. Généralement, pour simplifier, 3 types d'installations s'offrent à vous en toiture. Alors, soit intégré directement en bâti, généralement, lorsqu'on fait une réfection totale de toiture, on refait la couverture, eh bien, on peut l'intégrer directement à la toiture, ou la technique la plus usitée, la plus utilisée, bien entendu, c'est ce qu'on appelle la surimposition, c'est-à-dire qu'on ne découvre pas, on vient apposer les panneaux directement sur la toiture déjà existante. Enfin, une 3e type d'application directement intégrée au sol. Alors, voilà, il y a différents équipements, les panneaux en toiture, l'onduleur, qui est un peu le cerveau de l'installation. Donc, cela permet, entre autres, de passer, vu que les panneaux produisent de l'énergie en courant continu, eh bien, pour l'utiliser, pour le réinjecter éventuellement dans le réseau, on va le convertir en courant alternatif. La durée moyenne de vie d'un onduleur est de l'ordre de 10 ans. Après, il y a certains constructeurs qui peuvent l'assurer jusqu'à 15 ans déjà. Le coût de remplacement est de l'ordre de 1 000 € par kilowatt. Donc, si on a une installation de 3 kg, s'il faut le remplacer, ça coûtera dans l'ordre de 3 000 €. Enfin, les durées de vie sont quand même… il y a une notable amélioration de la durée de vie des onduleurs. Après, s'il y a des questions sur les onduleurs, M. Gemignani se fera un plaisir d'y répondre.
Après, les différentes variantes entre onduleur string, par exemple. J'entends onduleur string, c'est-à-dire des onduleurs décentralisés qui vont gérer plusieurs panneaux avec des optimiseurs sur chaque panneau en vue d'éviter les baisses de rendement. Et bien entendu, la possibilité d'affilier sur chaque panneau à des micro-ondulats. Alors, on va à présent passer à l'ébauche du projet. Alors, comment on va estimer une puissance, comment on va la dimensionner sur sa toiture. Alors, bien entendu, il y a la surface de toiture, à proprement dite, mais également des facteurs importants à prendre en compte, notamment l'inclinaison idéale, 30 degrés, et bien entendu, comme beaucoup d'entre vous le savent, une orientation sud est fortement conseillée. Alors, vous pouvez voir également en bas, au niveau de la carte, les zones géographiques. Donc, nous, si vous voulez, on est dans la zone, dans la région PACA, dans le pourtour méditerranéen, et on évalue à peu près pour le productible, de l'ordre de 1200 à 1400 kWh par kilowatt crête. Donc, pour une installation moyenne de 3 kW de puissance, on peut admettre à peu près, estimer une puissance à l'année de l'ordre de 3600 à 4200 kWh produits en moyenne chaque année. On va en venir maintenant aux différents modèles économiques. Donc, ils sont de 3 ordres. On peut, sans rentrer trop dans les détails, passer en autoconsommation totale. On peut également opter pour la revente totale de sa production. Vous voyez avec les tarifs remis à jour, de 17 à peu près 18 centimes d'euros du kilowattheure réinjecté sur le réseau. Et enfin, une offre qui est largement utilisée actuellement, c'est l'autoconsommation avec vente de surplus. Alors actuellement, le tarif de rachat est de l'ordre de 10 centimes d'euros du kilowattheure. À cela, on va rajouter, dans le cadre de l'autoconsommation avec vente de surplus, une prime à l'investissement. Alors, cette prime à l'investissement, elle est de 38 centimes d'euros par watt crête. Cette prime est donnée par l'entreprise avec laquelle vous allez contracter la revente de votre électricité, soit pour une installation de 3 kW de puissance, une prime à l'investissement estimée à 1140 € qui seront équirépartis sur 5 ans. Donc à peu près, pour simplifier, ça ferait à peu près un peu plus de 220 € par année sur 5 ans. Enfin, pour en finir sur cette parenthèse, sur les moyens de financement, la possibilité, sous condition de ressources, de pouvoir bénéficier de l'aide du département dans le cadre du dispositif Provence Éco-Rénov', l'aide du département des Bouches-du-Rhône, où il y aura une participation
à hauteur de 25% du montant de la dépense. Donc, c'était forcément plafonné à 3 000 €, mais ça peut être intéressant pour vos projets photovoltaïques. Je vais maintenant passer la parole à Pierre-Louis. Pierre-Louis, tu m'entends? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Okay. Parfait. Alors, donc, juste pour les derniers arrivants, merci de couper vos micros parce que ça fait des interférences. Donc, voilà. Donc, dans cette partie, on va étudier un peu plus le dimensionnement de l'installation selon le modèle économique qu'on aura choisi. Et on aura des exemples pour vous montrer un petit peu comment faire ce travail de dimensionnement. On peut passer à la slide suivante. Alors, comme on l'a vu, le premier modèle, c'est l'autoconsommation totale sans revente du surplus. Donc, ça, c'est vraiment un mode qui est réservé à des cas particuliers. Premier cas particulier, les sites isolés, les gîtes de haute montagne qui n'ont pas de connexion au réseau, par exemple. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, il existe des installations, parfois même avec batterie, où on stocke l'énergie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le stockage de l'énergie, aujourd'hui, il amène à peu près multiplié par un facteur 2 le coût de l'installation. Et du coup, ça rend l'installation non rentable. Donc, ce n'est pas une solution qui est privilégiée en général par les particuliers. C'est vraiment dans des cas vraiment très particuliers qu'on va adopter cette solution de stockage. On va pouvoir le faire en site protégé, par exemple. On va pouvoir le faire, cette autoconsommation totale, donc sans revente, avec vraiment très peu de puissance. Par exemple, la photo du bas où vous voyez où il y a un seul panneau solaire. Ça va nous permettre de produire une toute petite partie de notre électricité. Mais dès lors qu'on veut mettre un petit peu de puissance, là, on va devoir passer généralement à l'un des deux modes qu'on va évoquer par la suite, l'autoconsommation avec vente du surplus ou la vente totale. Soit en vente totale ou en autoconsommation avec vente du surplus, on va avoir quelques petites conditions. Tout d'abord, un contrat signé avec le fournisseur d'énergie sur les 20 prochaines années qui va définir les tarifs de rachat, d'achat par EDF de votre surplus ou de votre vente totale. On va être également soumis à un petit impôt sur le revenu si on dépasse la puissance de 3 kW crête. Et puis, on va avoir d'autres conditions qui ne sont pas forcément sur cette slide, notamment l'obligation de mettre les panneaux en toiture. On va pas pouvoir appliquer ces tarifs-là sur des installations au sol. La vente totale. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle implique des choix différents par rapport à la vente avec surplus. La vente totale, il ne faut pas la considérer comme la réduction de votre facture d'électricité. Ce n'est pas du tout ça. La vente totale, c'est un investissement. Vous allez devenir un micro-producteur d'énergie. Votre facture, elle ne va pas bouger. En revanche, vous aurez chaque mois quelques petits revenus. Premier exemple. Une famille classique qui habite à Gardanne, 3 personnes, une maison de 100 mètres carrés, une facture de 1 300 € par an, voilà, c'est classique. Ces personnes optent pour donc une installation de 2,8 kW crête à Gardanne et ont un devis de 8 000 €. Là, on est en vente totale. Comme je vous ai dit, ce qui va nous intéresser, c'est la rentabilité. Pour calculer la rentabilité, c'est assez facile dans ce cas-là. C'est même plutôt simple. 2,0 kW crête de puissance qu'on multiplie par le productible dans le sud, 1400. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, quelques slides plus haut sur la carte de France. Selon la zone où vous êtes, vous ne produisez pas la même chose parce qu'on a plus de soleil dans le sud que dans d'autres régions. Donc voilà, on a 1400 à peu près dans le sud de productible en kWh par kW crête installé de puissance. Grâce à ce calcul, on va savoir qu'à l'année, on va pouvoir produire 3 920 aux alentours de 4 000 kWh d'énergie électrique. Cette énergie, on va la revendre intégralement au prix de 17,93 centimes à EDF. Et ça va nous faire chaque année la somme de 702, c'est une approximation, mais de 700 € qui va nous être versée par EDF.
qui va nous intéresser comme notion, c'est le temps de retour sur investissement, 8 000 € de vie initiale, divisé par mes 702 € annuels que me verse EDF parce que je lui revends du courant, 11,3 années. 11 ans, j'ai remboursé mon installation. À partir de la 12e année, je commence à générer de l'argent. Mon installation a été remboursée et elle me rapporte. Alors là, mon calcul est un petit peu simplifié. Il y a quelques petites hypothèses de simplification. Notamment, j'ai considéré que chaque année, on produisait exactement la même quantité d'énergie. En réalité, les panneaux perdent un petit peu de capacité à produire chaque année, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, la première année, on touchera 700, la deuxième année, 695, etc. Et ça va aller un petit peu décroissant. Donc là, j'ai simplifié le calcul de cette manière. Et puis, on va avoir effectivement l'onduleur à changer entre 10 et 15 ans, ce qui va ensuite être une charge supplémentaire. Alors, ce mode de vente totale, c'était ce qui a lancé la filière photovoltaïque il y a 10-20 ans. À l'époque, le tarif n'était pas de 17,93 centimes du kilowattheure, il était bien au-delà. Et du coup, cette solution, elle s'est imposée tout naturellement. Elle était très rentable et donc les particuliers optaient très, très facilement pour cette solution. Aujourd'hui, EDF a tiré le tarif de rachat, donc les 17,93 centimes vers le bas et continue de le faire chaque année. Et du coup, cette solution, elle devient de moins en moins intéressante. C'est pour ça que de plus en plus de particuliers optent pour la deuxième solution qu'on va voir dans la slide suivante, qui est l'autoconsommation avec vente du surplus. Donc là, c'est le même cas de figure, hein. Je n'ai pas changé les hypothèses, je vais juste vous montrer quelles conséquences en termes de dimensionnement et de calcul entraîne l'autoconsommation avec vente du surplus par rapport à la vente totale. Donc vous avez vu que la vente totale, c'est très simple. J'ai ma puissance non productible, mon coût de rachat d'énergie et basta. Là, on va s'engager sur une démarche de dimensionnement qui va être un petit peu plus complexe. Donc, tu peux passer à la slide suivante. Voilà. Donc là, quand on fait de l'autoconsommation, la première chose à faire, ça va être d'analyser sa consommation. Alors, grâce à vos compteurs Linky, vous pouvez aujourd'hui faire des suivis de votre consommation sur l'année, en mois par mois et en heure par heure, ou même demi-heure par demi-heure. Donc ça, c'est très pratique pour pouvoir connaître sa charge, hein. Donc là, à gauche, vous voyez sur une année. Donc ça doit être certainement une personne qui a un chauffage électrique, puisqu'on voit que les mois de décembre, janvier, février et mars sont bien plus demandeurs en énergie. Sur l'heure par heure, ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça dépend de vos comportements individuels et de vos équipements électriques. Vous avez la possibilité de faire varier cette courbe qui est à droite. Elle n'est pas systématique. Selon à quelle heure vous allumez votre chauffe-eau électrique ou votre micro-ondes, eh ben, ça va déplacer ces bâtons, ce que vous voyez sur la courbe de droite. Donc là, sur le heure par heure, vous avez vraiment un levier d'action. Et c'est ce que j'ai noté en bas sur la slide suivante. C'est que l'autoconsommation implique également de changer ses habitudes. Par exemple, faire fonctionner son cumulus électrique de jour plutôt que de nuit. Forcément, si par exemple, actuellement, vous avez un abonnement heure pleine, heure creuse, votre cumulus, vous l'avez programmé pour qu'il tourne la nuit. Si vous investissez dans une solution photovoltaïque en autoconsommation, ça implique de changer ses habitudes et de plutôt faire fonctionner ces appareils durant la période de production de vos panneaux solaires. Pourquoi, me direz-vous? C'est parce que une notion très importante qui va entrer dans le calcul de la rentabilité de votre installation, c'est le taux d'autoconsommation. Le taux d'autoconsommation, pour faire simple, c'est la quantité d'énergie qui est utilisée par votre maison divisée par la quantité d'énergie totale produite par votre installation solaire. Si ce taux est de 100%, 100% de l'énergie de vos panneaux solaires est consommée dans votre maison. C'est formidable. S'il est de 10%, eh ben, il y en a 10% qui va dans votre maison et 90% qui est réinjecté dans le réseau à pas très cher. Donc, vous comprenez bien que votre intérêt en autoconsommation, c'est de maximiser ce taux, de faire en sorte que la part de votre production
de votre installation, hein, qui va dans votre maison, soit le plus important possible et de réduire au maximum la part qui est réinjectée à pas cher dans le réseau, puisque ce n'est pas ça votre but. Pour calculer votre taux d'autoconsommation, vous avez certains outils comme ce site internet où vous pouvez rentrer votre position géographique, vous pouvez rentrer des détails sur votre installation solaire, son inclinaison, son orientation par rapport au sud, sa puissance, etc., etc. Et vous pouvez surtout rentrer les consommateurs dans votre maison. Donc là, vous voyez qu'il y a toute une liste d'appareils, hein, il y en a encore d'autres sur le site. Donc lave-linge, sèche-linge, aspirateur, fer à repasser, etc., etc. Vous pouvez les paramétrer, rentrer leur puissance, leur horaire d'utilisation, les jours de la semaine à laquelle vous les utilisez et les mois de l'année. Donc là, par exemple, hein, le lave-linge, j'en ai un, il a 1200 watts de puissance et je le fais tourner de 12 à 13 les lundis, samedis et dimanches de toute l'année. En revanche, mon congélateur, lui, il a 100 watts de puissance et il tourne toute la journée de tous les jours de toute l'année. Donc voilà, ça c'est très bien. Ça vous permet de rentrer tous vos consommateurs et ensuite de trouver votre taux d'autoconsommation par rapport à votre centrale photovoltaïque. On va pouvoir le voir à la slide suivante. Voilà ce que ça nous donne comme résultat. Alors là, il y a des choses qui vont nous intéresser, d'autres un petit peu moins. En haut à gauche, dans les valeurs, vous avez donc la production photovoltaïque de mon installation, à peu près 4000 kWh comme tout à l'heure. Et surtout, en dessous, le taux d'autoconsommation, 54,3%. Ça veut dire que 54% de ce que je produis va dans ma maison, le reste, c'est sur le réseau. Ça va aussi me donner la répartition des consommations sans batterie, c'est-à-dire sur le petit camembert de gauche, vous voyez que sur toute l'électricité que j'utilise chez moi, il y en a 77% qui seront du réseau et 22%, ça sera mon photovoltaïque. Donc, j'aurai quand même aussi 22% d'économie sur ma facture. Là, pour le coup, avec l'autoconsommation, vous avez une baisse de la facture en parallèle des apports de l'argent que vous reverse EDF pour les kilowattheures que vous réinjectez. Pour tout ce qui est graphique de rentabilité, on a un autre outil qui est un petit peu supérieur à celui-là. Celui-ci, je l'aime bien pour le taux d'autoconsommation. C'est vraiment cette notion qui va nous intéresser. Donc, c'est 54,3%. On va réutiliser par la suite pour d'autres calculs. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc ça, c'est une deuxième ressource, le site évaluer mon devis photovoltaïque.info. Donc celui-ci, vous allez pouvoir également rentrer vos coordonnées GPS. Ça va permettre d'évaluer votre productible, hein, l'ensoleillement de votre toiture, l'inclinaison de votre installation, la puissance, l'orientation par rapport au sud, etc. C'est un petit peu la même chose que tout à l'heure. On passe à la suite. Voilà, sur cette page, une fois qu'on a trouvé qu'on connaît notre taux d'autoconsommation, on va pouvoir le rentrer. Alors là, le site nous dit tout de suite, attention, le taux d'autoconsommation paraît élevé pour ce genre de puissance. En général, on est plutôt dans les 20 à 30% d'autoconsommation pour ce genre d'installation. Donc ça, c'est une première alerte. Mais moi, je suis sûr, j'ai rentré mes équipements, j'ai un circulateur de piscine qui tourne, etc. Donc, je sais que 54%, c'est la bonne valeur puisque j'ai fait l'opération précédente. Et puis en bas, il y a aussi une entrée là que vous voyez qui est très importante. Et ça, c'est des hypothèses dont il faut se méfier. Vous allez rentrer le prix actuel de l'électricité et vous allez faire des hypothèses sur l'augmentation du prix de l'électricité. Ça, méfiez-vous, quand vous faites établir des devis solaires de photovoltaïque, en général, on vous l'amène avec un joli petit livret qui vous donne des calculs très avantageux et des temps de retour sur investissement imbattables. Et ça, l'augmentation du prix de l'électricité, c'est une des manières de vous faire miroiter des choses. Si je considère que l'électricité va augmenter de 10% par an pendant 5 ans et après 5 ans, l'électricité va devenir incroyablement chère et du coup, effectivement, mon installation solaire, elle va me rapporter beaucoup. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. La vérité, c'est que le prix de l'électricité, a priori, on est sur une augmentation de 2 ou 3% par an. Mais j'ai vu passer certains devis où voilà, les personnes prenaient pour hypothèse 5% de prix moyen d'augmentation de l'électricité. Et ça, forcément,
bah, quand on lit le devis, on a l'impression qu'on a une solution miracle, alors qu'en fait, c'est une hypothèse biaisée à la base. Voilà, ça, méfiez-vous bien de cette hypothèse. On peut passer à la suite. Voilà, donc après, ce petit site internet, il vous trace des courbes. Donc en gros, là, en bleu et en violet, les deux courbes qui sont très proches, ça va être en revente totale, donc le mode qu'on a vu tout à l'heure, et puis en autoconsommation avec vente du surplus. On peut voir que là, les deux courbes sont très proches l'une de l'autre. Ça, c'est dû au fait que pour cette famille qui était la même, il n'y aurait pas énormément de différence financièrement à opter pour l'une ou l'autre solution. Et si on avait pris des familles radicalement différentes, possiblement, on aurait pu avoir des différences assez flagrantes sur le temps de retour sur investissement. Donc là, pour commenter cette courbe, vous voyez qu'elle part à moins 8 000 euros, parce que j'ai paramétré que mon devis était de 8 000 euros. Et puis, au bout d'une douzaine d'années, on passe le zéro, et donc on a rentabilisé son installation. Voilà, on peut passer à la suite. Et ça, dernièrement, ça c'est un exemple d'une installation en autoconsommation très bien dimensionnée. Donc là, vous voyez en rouge la consommation du ménage. Donc on voit qu'il y a des incompressibles, hein, la nuit, le frigo, le congélateur qui continue à tourner, pour lequel on a besoin d'appeler de la puissance sur le réseau. Et puis à partir de 8 h du matin, hop, en bleu, on a la production de notre installation solaire qui se calque à peu près parfaitement avec notre consommation. Et ce qu'on voit en haut à gauche, c'est qu'on a un taux d'autoconsommation de 92%. C'est-à-dire seulement 8% du surplus qui est vendu. Donc ça, c'est un super taux d'autoconsommation. C'est une installation qui est très bien dimensionnée. Et c'est une personne qui a aussi changé ses habitudes et qui a paramétré ses appareils pour qu'ils fonctionnent dans la plage horaire de production de photovoltaïque. Voilà pour moi. Il ne me reste plus qu'à conclure. Pour conclure, peut-être… voilà, on va juste rappeler, hein, bien entendu, le numéro unique du guichet unique métropolitain, hein, au 04 88 60 21 06. Voilà, numéro unique, hein, où vous pourrez bien entendu prendre contact avec un conseiller faire, hein, qui soit du pays d'Aix ou de la métropole marseillaise. Hein. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement à ce numéro unique. Et je le rappelle, ce numéro unique n'est pas exclusivement consacré au photovoltaïque, mais bien entendu à tout projet de rénovation énergétique. Hein. De l'isolation, remplacement de notre système de chauffage, ventilation, production d'eau chaude, sanitaire, etc. etc. N'hésitez pas à nous recontacter. Nous allons maintenant, à présent, il y a certainement, je pense, un certain nombre de questions. Alors, il y a pas mal de questions dans le chat. Oui. Je vais peut-être les reprendre dans l'ordre. Vas-y. Et puis les soumettre à M. Gemignani. On va les proposer à M. Gemignani. Vous nous entendez? Allô? Allô? Oui. Alors, oui. Première question. Tout à l'heure, on a dit que donc, les panneaux solaires étaient garantis sur 25 ans avec souvent 80% de performance. Il y avait une question qui était intéressante. Est-ce que cette performance et sa perte de performance donc sur les 25 ans sont définies par une norme pour comparer la qualité des panneaux lors de l'achat? Je dirais que non, c'est chaque fabricant qui fait des tests de vieillissement. Et donc, la garantie qu'il donne, c'est une garantie minimale à 25 ans, les moins performants vont être à 80%. Ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché, ça va être plutôt à 90%. Et c'est une limite basse. D'accord. Alors, question un petit peu différente. L'intégration au bâti pose des problèmes d'étanchéité de mémoire. Alors, c'est indéniable. C'est ce qui a amené pas mal d'assurances à réagir là-dessus. Et donc, la décennale que peuvent avoir
les installateurs photovoltaïques, c'est très, très, très dur maintenant d'en acquérir une de véritablement valable parce que l'intégration a causé beaucoup, beaucoup de torts. Donc, il a été choisi par la France ce type d'installation, mais qui a engendré énormément de problèmes parce qu'on remplace des tuiles qui ont toujours protégé des maisons par des matières plastiques et qui subissent beaucoup de contraintes de température qui bougent énormément. Donc, ça tend vraiment à disparaître. Il y en a très, très, très peu. Il y a encore quelques mairies qui l'imposent parce que c'est écrit dans leur PLU, mais l'État a tenu à sortir de ce dispositif-là, notamment en enlevant la prime à l'intégration qui existait encore il y a 1 ou 2 ans. Et est-ce que quelque chose est prévu pour la protection foudre? Oui, en effet, depuis quelques années, il est obligatoire de protéger l'installation photovoltaïque des 2 côtés par rapport à l'onduleur. Donc, dans le coffret DC, c'est-à-dire courant continu, donc ce qui vient des panneaux, on a des parasurtenseurs, c'est le véritable nom. Donc, parafoudre, c'est une surtension. Donc, ça protège l'onduleur de ce qui peut venir du toit. Et du côté courant alternatif, c'est ce qui est en liaison avec la maison, on a également des parasurtenseurs qui empêchent donc une surtension qui viendrait de la maison de remonter jusqu'à l'onduleur et jusqu'à l'installation photovoltaïque. On avait une question sur les panneaux hybrides. Alors, la question était un petit peu vague, mais sont-ils optimisés? Excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Et moi non plus, mais les panneaux hybrides sont-ils optimisés? Donc là, c'est à mon sens, les panneaux hybrides sont bien plus chers que des panneaux photovoltaïques traditionnels. Et c'est assez dur, je pense, à avoir un retour sur investissement du même ordre. On a également une question sur les micro-onduleurs, je crois, à savoir si les micro-onduleurs ont une durée de vie plus importante que des onduleurs décentralisés. Alors, il y a 3 types, tout à l'heure, ça a été bien décrit dans la présentation. On a 3 types de systèmes. Donc, on a un onduleur central. En règle générale, la garantie est seulement de 5 ans. Certains portent jusqu'à 10 ou 15 ans. Les micro-onduleurs, en général, ont une garantie supérieure de 20 ou 25 ans. Et vous avez des systèmes qui ont un petit peu les deux. Donc, un onduleur central avec des optimiseurs en toiture qui, eux, les optimiseurs sont garantis 25 ans, les onduleurs sont garantis 12 ans, mais avec une possibilité d'extension à 25 ans. Donc, ça dépend un petit peu de la marque que vous choisissez. Très bien. On a une question aussi notamment sur le stockage de l'énergie, à savoir est-ce qu'il est pertinent, je pense, d'utiliser des batteries de stockage? Est-ce que leurs coûts ne sont pas un peu trop prohibitifs? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, Pierre-Louis a répondu déjà dans sa présentation tout à l'heure. Donc, si une étude est faite correctement, on va dimensionner une installation pour essayer d'arriver à peu près vers 50% d'économie sur sa facture. Et donc, si c'est bien dimensionné, on va avoir un taux d'autoconsommation donc de l'ordre de 80%. Donc, c'est ce qui était présenté dans les courbes. Ça veut dire qu'il ne reste pas énormément de puissance à mettre dans des batteries. Donc, si on veut mettre des batteries, ça oblige à augmenter la taille de la centrale, plus le coût des batteries, des régulateurs de batteries, etc., on va avoir un prix qui va être très largement supérieur et qui, avec les prix de maintenant, ça ne va pas être une rentabilité géniale. Et loin de là. Ouais. On avait une question aussi sur habitant sur Marseille, peut-on installer un équipement en copro avec toit en tuiles orientation sud? Alors, techniquement, on peut.
Les copropriétés, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut avoir l'accord certainement d'un syndic. Il faut également, le toit appartient à tous les copropriétaires. Donc, comme l'a expliqué Pierre-Louis, on est plus maintenant sur des installations en autoconsommation. Donc, pourquoi pour un appartement et pas celui du voisin? Donc, c'est quelque chose qui doit se décider au niveau de la copropriété avant. Tout à l'heure, ça rattrape une question, mais dites-moi si je me suis trompé. On avait une question qui demandait si le prix de revente est différent si on est en toiture ou au sol. A priori, oui. Les prix qu'on a évoqués, hein, c'est garanti uniquement si on est en toiture. Hein. Oui, c'est si on est en toiture. Au sol, en général, c'est plutôt, je crois, de l'ordre de 6 centimes. Je ne me souviens plus exactement parce que ça ne se fait pas trop, à part sur les grosses centrales. Et là, on passe par des marchés publics avec des appels d'offres. Donc, le prix peut varier. Il y a pas mal de questions financières sur la prime. Ça, je vous invite peut-être à nous contacter à Allo Rénov Énergie. On ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions maintenant. Oui, après voilà, ouais. Juste dire qu'il existe une prime à l'investissement dans le cadre de l'autoconsommation avec vente de surplus. Et également vient se greffer, comme je le rappelais en début de présentation, l'aide du département, bon, sous condition de ressources. Hein. Le mieux, c'est d'appeler votre conseiller FAIRE hein, pour en savoir un peu plus sur les moyens de financement. On va passer à la suite. Donc, y a-t-il des aides départementales en Vaucluse? Là, le mieux, c'est de contacter directement le conseiller FAIRE le plus proche de votre lieu de résidence. La vente du surplus est-elle obligatoire? Eh bien, non. Ensuite… Alors pour les questions sur les retours sur investissement, j'y ai répondu hein, directement pendant la présentation. Le temps de retour sur investissement ne prenait pas en compte le changement des onduleurs. Le changement des onduleurs, il faut le prévoir entre 12 et 15 ans globalement hein, pour un matériel moyenne gamme. Ça va coûter dans les 1 500 euros, j'imagine, monsieur Gemignani? Oui, et puis ça dépend du type donc de la marque qu'on choisit parce que vous pouvez choisir des onduleurs avec une garantie de 25 ans, donc vous n'avez pas ce problème-là. Donc, il faut bien le prévoir quand vous comparez vos offres entre du matériel qui va être garanti 5 ans avec le risque d'avoir à le changer plusieurs fois dans la durée de 20 ou 25 ans, ou des onduleurs qui sont déjà garantis avec une plus longue durée où vous n'avez pas ces coûts qui vont venir. Donc, on a un jeu de questions sur les onduleurs. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il y a une question sur la conso de véhicules électriques aussi sur le site que j'ai présenté tout à l'heure. Donc oui, je crois qu'il y a une case prévue pour les véhicules électriques. Après, voilà, encore une fois, hein, ça relève du changement d'habitude. Hein. Si vous chargez votre véhicule électrique le soir, en rentrant du travail, vous n'autoconsommez pas votre énergie, vous vous appelez du réseau. Si vous la rechargez le midi, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, une question production, est-ce que je produis déjà en vendant totalement mon énergie électrique, puis je me lancerai dans l'autoconsommation. Là, du coup, le mieux, c'est… Oui, c'est totalement indépendant. Ce sont des projets totalement indépendants. Donc, la vente totale se fait avec un compteur dédié donc, qui est placé par Enedis, alors que l'autoconsommation, on vient se placer en parallèle de l'arrivée du réseau. Donc, c'est deux choses qui sont totalement indépendantes. Là, j'ai une question intéressante. Bonsoir, j'ai de l'amiante sous mes tuiles. Est-ce un problème? Oui. Actuellement, donc, on ne peut pas intervenir sur une toiture amiantée. Il faut faire intervenir une entreprise spécialisée pour enlever l'amiante, donc faire le changement de toiture avant de faire du photovoltaïque. Et donc, le coût est souvent prohibitif pour les personnes qui veulent faire du photovoltaïque.
Ok, deux autres questions un peu liées sur les changements en cours de contrat et après contrat. Que va-t-il se passer au bout des 20 ans du contrat? Renouvellement, dans quelles conditions? Pas de renouvellement. Et Alors, l'autoconsomation. Oui, on va laisser répondre à cette question d'abord. oui, alors donc, j'ai pas de boule de cristal et personne n'en a. Mais donc, au bout de 20 ans, donc, les panneaux seront toujours avec une bonne rentabilité, puisqu'on sera au-dessus de 80 ou 85% de sa puissance initiale. Mais j'imagine avec l'augmentation du coût de l'électricité que ça sera toujours rentable pour l'autoconsommation et pourquoi pas pour la vente de surplus également. Il y aura des fournisseurs d'énergie qui seront peut-être contents de l'acheter à 10, 15, peut-être 20 centimes le kilowattheure si on est au-dessus. Et une autre question intéressante, l'autoconsommation avec vente du surplus interdit-elle l'ajout d'une batterie pendant le contrat en cours? Oui, oui, puisque le contrat est bien fixe et il est signé pour 20 ans. Et donc, aussi bien EDF, obligation d'achat, que le particulier qui signe ce contrat sont engagés sur 20 ans. Et ça change la, comment dire, les termes du contrat. Non, pardon, excusez-moi, là je parlais de la vente. Par contre, pour l'autoconsommation, on peut en rajouter. C'est au niveau consuel qu'il faut refaire intervenir puisqu'on change la nature de l'installation. Mais on peut intégrer des batteries en cours de contrat d'autoconsommation avec vente de surplus. Euh, La solution sans revente implique-t-elle que l'installation est déconnectée du réseau? Non. Et sinon, que se passe-t-il si un peu de surplus est injecté sur le réseau? Eh ben, si vous n'avez pas de contrat de vente, ben, vous ne touchez rien, vous le réinjectez gratuitement. Il y a deux solutions. Il y a celle-ci ou une convention avec Enedis où on s'engage à ne jamais réinjecter donc de puissance sur le réseau, mais ça demande donc de brider l'onduleur, donc qui va empêcher de réinjecter sur le réseau. Il y a ces deux solutions-là. La toiture doit-elle être récente ou l'installation peut-elle être effectuée sur une toiture ancienne? Oui, Oui. ça dépend juste de la qualité de la charpente, des tuiles. Donc, mais oui, c'est tout à fait faisable sur une bâtisse ancienne. Alors, on a une question, onduleur et batterie en vide sanitaire, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est fortement déconseillé. Alors, pour l'onduleur, je pense que c'est pas trop gênant parce qu'en général, ils sont IP65, c'est-à-dire qu'ils sont faits même pour être à l'extérieur sous la pluie. Par contre, pour les batteries, je ne pense pas que ça soit recommandé de les mettre dans un vide sanitaire avec un taux d'humidité élevé. Et une bonne question, quelle est la différence de rendement entre une installation avec un onduleur classique et avec une installation avec un optimiseur? C'est assez difficile à répondre parce que ça dépend également de l'orientation de la toiture. Donc, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Les systèmes avec optimiseur vont avantager l'installation quand il y a des risques d'ombrage. Donc, puisque ça rend les panneaux indépendants, donc un panneau ne pénalise pas ses voisins. Donc, sur la durée de vie de l'installation, on va avoir un gain indéniable sur la totalité. Par contre, pour le quantifier, je pense que c'est de l'ordre de quelques pourcents. Question sur la fin de vie des panneaux. Quel est le coût de leur démantèlement et de leur retraitement? Alors, il n'y a pas de coût. Il a été instauré une filière de traitement des panneaux, donc du démantèlement des panneaux qui s'appelle PV Cycle. Donc, en fait, vous payez dans l'installation de photovoltaïque un coût de retraitement futur. Et donc, une entreprise qui va intervenir pour gérer les panneaux 30 ou 40 ans plus tard aura l'obligation de les récupérer et de les amener dans un centre de collecte PV cycle pour qu'ils soient retraités. Et comme l'avait dit Pierre-Louis dans la présentation, donc on peut recycler des panneaux entre à peu près 95%.
Alors ensuite, il y a des questions pour lesquelles Régis a répondu. Donc merci. On remercie Régis. Ouais, on le remercie parce que les réponses sont plutôt bonnes. Donc on ne va pas s'attarder sur ces questions-là. Alors, une question sur la chaleur réduit-elle la puissance? Je ne sais pas si on y a répondu. Pardon? Alors, Oui. on dit la chaleur, les pics de chaleur réduit-elle la puissance? Oui. Alors, ça a été abordé tout à l'heure. En fait, j'ai vu passer aussi une question, quelle est la différence entre kilowatt crête et kilowatt? Donc, les watts, en fait, c'est de la puissance instantanée et les watts crête, c'est la puissance maximale que peut atteindre donc des panneaux ou une installation. Mais c'est en laboratoire, c'est testé à 25 degrés, qui est la température idéale pour le photovoltaïque, et également avec une inclinaison des panneaux idéale par rapport aux rayons du soleil. Donc, cette puissance crête ne peut quasiment jamais être atteinte. Il faut compter à peu près 90 à 92% de la puissance crête en maximum que l'on peut atteindre. Donc, un 3 kg, on peut avoir 2700 watts au maximum en général. Très bien. D'autres questions? Oui, il y en a Toiture une. plate, non, c'est ça. J'ai une toiture plate, puis-je installer des panneaux PV? Eh bien, je répondrai que oui. Oui. Il n'y a pas de souci. En général, le retour sur investissement est donc de 9 ans. C'est peut-être un peu plus, non, monsieur Gemini, Non, en moyenne? non, c'est à peu près, Ouais. c'est à peu près ce que l'on peut obtenir si Mhm. si on utilise bien son installation. Tout à l'heure, Pierre-Louis a abordé le sujet. Si on utilise ces appareils énergivores la nuit et qu'on ne se sert pas du solaire dans la journée pour le revendre à 10 centimes, la rentabilité, elle va être bien moindre. Par contre, Ok. si on utilise bien le solaire et en utilisant les appareils les uns après les autres et pas en même temps, on Mhm. optimise l'autoconsommation et on peut avoir un retour sur investissement entre 8 et 9 ans si on l'utilise très bien. Mais ça dépend également du prix de l'installation. Bien entendu, vous avez toujours des éco-délinquants qui essayent de vendre des 3 kilos à 20 000 euros. Donc là, bien entendu, le retour sur investissement est beaucoup plus long. Très bien. Alors après, on avait une question intéressante sur l'auto-installation. Peut-on installer soi-même et quelles sont les démarches administratives dans ce cas-là? Alors oui, on peut installer soi-même, sauf que on ne pourra pas avoir la prime sur l'autoconsommation, on ne pourra pas avoir la vente de surplus puisqu'il faut le faire par un installateur RGE. Mais c'est faisable et les démarches sont les mêmes. Donc, démarche en mairie parce qu'il faut déclarer l'installation, sauf au sol inférieur à 3 kg. C'est le seul cas où on n'a pas le besoin d'une autorisation de la mairie. Et vous avez quand même les démarches derrière de Consuel pour valider l'installation. D'autres questions? Je ne sais pas si on a répondu. Si je charge mon véhicule électrique en journée, la rentabilité de l'installation devrait être nettement améliorée. La réponse doit être oui, effectivement. En quoi, par exemple, un panneau fabriqué en France serait-il mieux qu'un Made in China? On a des petits retours d'expérience là-dessus. Je sais que généralement, les Chinois accaparent le marché à hauteur de plus de 90% du marché. Mais en France, en Europe, en France, et notamment en Allemagne, on produit des panneaux de photovoltaïque de qualité. Alors, pour répondre là aussi, donc, il faut savoir qu'à peu près 95% des cellules photovoltaïques partent de Chine. Donc, le point de départ, c'est quand même la Chine. Après, donc, il faut regarder quand vous achetez un panneau qui est marqué Made in France, Made in Allemagne, etc. C'est uniquement les panneaux sont assemblés dans cette ville-là. Donc là, c'est l'assurance qualité de la société qui va primer. Donc, elle va faire un bon tri de cellules, elle va monter ses panneaux dans une ambiance sans poussière, etc.
Et donc, il faut regarder la fiche technique des panneaux pour savoir, pour les comparer, pour savoir ce qui va avoir le meilleur rendement ou pas. Mais ça se joue à quelques pourcents, c'est pas énorme. D'accord, très bien. Une question. Que pensez-vous de l'offre? Il y a une offre actuellement IKEA. Est-ce qu'on a, enfin, on n'est pas là pour forcément faire porter un jugement sur ces offres, notamment que ces offres émergent, elles sont assez récentes. Donc, je ne pense pas qu'on ait de retour intéressant à faire là-dessus. Après, il y aura d'autres questions. Comment circulent les câbles sous la toiture, comme vers l'onduleur? Bon, après, c'est des questions techniques, mais ça, il faudrait voir certainement avec un professionnel du secteur. Alors, les onduleurs doivent-ils être installés avec une DAI au-dessus? Alors, peut-être je ne vois pas ce que c'est. Est-ce que, M. Geminiani, est-ce que vous pourriez répondre? Non, DAI, c'est parce que la personne qui a posé la question peut nous dire ce qu'il entend par DAI. Oui, peut-être qu'il peut activer son micro, la personne. Détection automatique incendie. D'accord. Alors là, Ah oui, je peux répondre. Il existe certaines marques qui ont eu l'habilitation du S10, donc de l'organisme des pompiers. Donc, en particulier, donc, on a parlé tout à l'heure d'une marque qui fait des onduleurs avec des optimiseurs. Je crois même que Pierre-Louis a pris sur son exemple sur l'autoconsommation, c'était cette marque-là, donc la marque SolarEdge, qui a donc l'habilitation des pompiers. Donc, si on coupe l'électricité à la maison, les panneaux ne produisent plus et donc on peut intervenir sur donc envoyer de l'eau, il n'y a pas de risque d'arc électrique, donc c'est sécurisé à ce niveau-là. Mais pas toutes les marques le font, donc il faut bien vérifier ça. Question panneaux. Les panneaux sont-ils reliés au tableau électrique de la maison ou faut-il creuser jusqu'à l'arrivée EDF dans la rue? Non. Non. Pour se relier directement de la maison, hein, de votre maison, bien entendu. Autre question. Oui, des questions sur les démarches administratives, demande de travaux ou simple déclaration. Ça, c'est à voir certainement avec EDF, par exemple, OA, obligation d'achat, je présume. Non, c'est une simple déclaration préalable en mairie. D'accord. C'est pas un permis, donc c'est en général il y a un accord tacite de la mairie au bout d'un mois, sauf cas particulier où ça se situe dans un périmètre d'un bâtiment classé historique. Et là, donc, ça peut être porté à 2 mois parce que ça passe par les architectes bâtiments de France. Voilà. Pour les plafonds de ressources, pour les aides du département, donc c'est pour une personne, un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 30 000 euros et pour un ménage de 2 personnes et plus, ce sera 55 000 euros en revenu fiscal de référence maxi. Peut-on faire son installation soi-même? On avait déjà répondu à ça. Vous parlez de revente à EDF, mais est-ce aussi possible avec tous les autres installateurs? Non. Les autres fournisseurs, oui. Oui. Certains le font. J'ai en mémoire Enercop qui peut le faire dans certains cas. Donc c'est pas le monopole de EDF obligation d'achat. Par contre, EDF obligation d'achat est le seul qui donne l'éligibilité à la prime sur l'autoconsommation parce que ça a été défini par l'État. Bien sûr. Dans le cas techniquement, avec une charpente fermette, il n'y a pas de problème. On peut installer des panneaux, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Il faut renforcer un petit peu plus, il faut mettre un peu plus d'attache. Oui, question sur la transmission du contrat en cas de vente de la maison, en cas de revente. Ça se fait, donc il suffit d'écrire à EDF obligation d'achat avec l'acte notarié pour dire je suis le nouveau propriétaire et l'installation photovoltaïque appartient à la maison et non pas au propriétaire.
Donc, elle reste la propriété de la maison. Alors, une question sur les panneaux qui ne produisent plus. Qu'est-ce qu'il en est du recyclage et à quel coût? Il n'y a pas de coût, c'est l'installateur qui vient changer les panneaux qui a l'obligation de les amener dans un centre de collecte. Il s'en est ouvert un il y a très peu de temps à Rousset. Donc, voilà, donc il suffit que votre installateur les amène. Il n'y a pas de coût supplémentaire pour cette action-là. D'accord. Après, une question, existait des petits systèmes photovoltaïques à poser sur un balcon d'appartement. À mon sens, ça peut. Moi, j'ai jamais, en tant que conseiller, j'ai jamais vu émerger de tels projets. Ça pose trop de contraintes en termes de masque solaire, je pense aussi, d'encombrement. Donc, enfin, je sais pas, Monsieur Geminiani, vous avez déjà un retour d'expérience sur ce type d'installation qu'on pourrait poser sur un balcon, mais à mon sens, moi, j'ai. Je dirais que c'est plutôt du ressort de l'accord au niveau d'une mairie ou du syndic de copropriété que ça poserait problème. Ouais, au sein des PLU. Voilà, techniquement, c'est faisable. Par contre, je ne pense pas qu'on puisse avoir l'accord pour le faire tout seul dans son coin. D'autres questions, Pierre-Louis ou... On a globalement répondu à peu près toutes les questions, plus ou moins. Ouais. Je viens de voir passer une question là sur si l'installateur disparaît au bout de 30 ans. Ça peut même être au bout de moins de temps que ça. Il faut savoir que c'est le fabricant qui apporte la garantie du matériel. Donc, vous avez une garantie qui vous est propre et n'importe quel installateur peut faire jouer votre garantie. Donc, on ne peut pas savoir si toutes les sociétés vont être là dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais vous avez une sécurité si vous prenez du matériel de fabrication d'une société qui a pignon sur rue, c'est elle qui va vous apporter la garantie. Alors, on a une question. Oui. Pour la construction neuve, quel système sera moins cher à l'installation? Une installation photovoltaïque dimensionnée pour alimenter la maison avec un chauffe-eau thermo ou une installation photovoltaïque pour la maison sans chauffe-eau et chauffe-eau solaire en sus? La réponse, c'est un peu dans la question. Hein. Si vous mettez un chauffe-eau solaire, il faudra compter 6 000 euros d'installation, plus derrière votre installation photovoltaïque pour l'électricité spécifique. Si vous installez un chauffe-eau thermodynamique, il faut compter peut-être 3 000 euros et ensuite votre installation solaire en parallèle. Donc, ça sera certainement plus cher de mettre un solaire thermique plus solaire photovoltaïque. Là, je pourrais rajouter une petite chose. Donc, si vous choisissez de faire du photovoltaïque avec un chauffe-eau électrique et traditionnel, le surcoût du chauffe-eau thermodynamique, c'est même une aberration parce que si vous allez sur le site de l'ADEME notamment, vous pouvez voir que la proportion liée à l'eau chaude sanitaire dans une maison est à peu près de 12 à 15%. Donc, mettre, comme le disait Pierre-Louis, 3 000 euros de plus uniquement pour l'eau chaude, vous n'allez pas l'amortir. Surtout que le photovoltaïque, si vous programmez votre chauffe-eau en journée, lui va vous permettre de chauffer de l'eau gratuitement ou presque selon la quantité de soleil que vous avez. Alors, une question longueur, fait-il du bruit dans le cas d'installation dans un bureau? Ça doit émettre quand même un certain sifflement. Au démarrage, on entend les relais qui claquent. Donc le matin, quand le soleil se lève, vous avez 3 ou 4 petits bruits qui peuvent être gênants, mais bon, c'est clic, 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 et après, ça ne fait plus de bruit. Voilà. Dans la région, y a-t-il des vols de panneaux en toiture? Je dirais bon courage quand même pour aller en toiture, pour aller voler des panneaux. Je ne pense pas qu'il y ait des cas de vol de panneaux. C'est assez difficile parce que quand les panneaux sont en service, donc en journée,
le risque d'électrocution en courant continu est assez important. Donc, je vois difficilement des bandits de bas étage monter sur une toiture et essayer de déconnecter des panneaux avec le risque que ça représente. Alors là, il y a une autre question intéressante. Peut-on rajouter un optimiseur sur une installation existante? Sous-entendu, sur une installation sans optimiseur, bien entendu. Non, non, parce que les optimiseurs doivent être gérés par l'onduleur donc de la même marque. Et donc, les optimiseurs ne pourront pas être gérés par un onduleur d'une marque différente.